Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Europe retient son souffle en 1867. Pourquoi? Tout simplement, une guerre semble imminente. Pour l'instant, rien de nouveau. Mais cette fois-ci, pour un tout petit territoire. Le Luxembourg. D'un côté, Napoléon III veut étendre son influence. De l'autre, Otto von Bismarck refuse de céder un point stratégique clé. Au cœur des tensions, une forteresse imprenable, convoitée par les grandes puissances. Les armées se préparent, les alliances s'agitent et l'équilibre européen vacille. Un simple accord peut tout faire basculer. Une décision et la guerre éclate. Mais contre toute attente, la crise va prendre un tournant inattendu, secouant l'Europe entière, tout en révélant les faiblesses de la diplomatie française face à l'habileté du redoutable Otto von Bismarck. Mais alors comment le Luxembourg a-t-il failli déclencher un conflit majeur en Europe? Et pourquoi cette crise diplomatique reste-t-elle un moment clé avant les grandes guerres du continent? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. À la veille de 1867, l'Europe est traversée par des bouleversements politiques majeurs. La Prusse, sous la conduite d'Otto von Bismarck, cherche à renforcer son influence et à préparer l'unification allemande, tandis que la France, dirigée par Napoléon III, s'efforce de préserver son statut de puissance dominante. Le Congrès de Vienne avait placé le Luxembourg sous la souveraineté du roi des Pays-Bas, tout en l'intégrant à la Confédération germanique. La présence d'une garnison prussienne dans la forteresse de Luxembourg symbolisait l'ancrage du duché dans l'orbite germanique, tout en suscitant des interrogations sur sa véritable autonomie. Par ailleurs, le Grand-Duché occupait une position stratégique à la croisée des intérêts français, allemands et néerlandais, ce qui en faisait, comme vous commencez à comprendre, un enjeu crucial dans les équilibres européens. La situation politique du Luxembourg est donc marquée par une double appartenance. D'un côté, la dynastie néerlandaise assurait la souveraineté dynastique, de l'autre, la Confédération germanique garantissait la présence militaire prussienne. Ce statut ambigu alimentait les tensions entre les puissances alors que l'Europe connaissait une succession de conflits et de révolutions, notamment la guerre austro-prussienne de 1866, qui a affaibli l'Autriche, renforcé la Prusse, inquiété Napoléon III. L'aspiration à l'unification allemande portée par Bismarck accentue les enjeux autour des territoires germanophobes, dont le Luxembourg faisait partie intégrante. Les causes de cette crise luxembourgeoise sont multiples et s'inscrivent dans le contexte des rivalités franco-prussiennes. Après la victoire prussienne sans que personne ne s'y attende, qui fait un coup de tonnerre contre l'Autriche en 1866 à Sadova, la Prusse s'impose comme la puissante dominante au sein de la Confédération nord-allemande. Napoléon III, comme vous en doutez, s'inquiète de l'expansion prussienne, cherche à compenser son affaiblissement en obtenant des avantages territoriaux. Dans ce cadre, il envisage l'acquisition du Luxembourg, dont la position stratégique renforcerait la sécurité de la France. Le roi Guillaume III des Pays-Bas, souverain alors du Luxembourg, est ouvert à cette vente. Lorsque Bismarck apprend les négociations franco-néerlandaises, il déploie tout son génie diplomatique. Plutôt que de s'opposer frontalement, il révèle publiquement les tractations secrètes, provoquant un tollé dans l'opinion publique allemande et au sein du Parlement de la Confédération d'Allemagne du Nord. Le chancelier prussien transforme ainsi une simple transaction territoriale banale en question d'honneur national allemand, plaçant la France dans une position intenable. Bismarck considère que le Luxembourg, en raison de sa population germanophobe et de sa forteresse, doit rester dans l'orbite allemande. La diplomatie européenne s'en trouve mobilisée. La France négocie avec les Pays-Bas, tandis que la Prusse s'oppose fermement à tout transfert de souveraineté. Les intérêts luxembourgeois sont pris dans ce jeu des puissances.
Le Grand-Duché aspire à préserver sa neutralité et son autonomie, mais demeure dépendant des décisions des grandes puissances. La crise est donc alimentée par la volonté de la France d'étendre son influence, la détermination prussienne à protéger ses acquis et l'incapacité du Luxembourg à peser sur son destin. Mais alors, vous devez vous demander comment est-on arrivé à une quasi-guerre. Tout simplement, le déclenchement de la crise intervient en mars 1867, lorsque la presse révèle les négociations entre la France et les Pays-Bas pour la vente du Luxembourg. La Prusse, comme vous vous en doutez, réagit immédiatement, mobilisant la diplomatie européenne tout en menaçant d'intervenir militairement pour empêcher la transaction. Les tensions s'exacerbent. La France affirme son droit à acquérir le territoire, tandis que la Prusse revendique le maintien du Luxembourg dans la sphère germanique. Face à cette crise, c'est important de le souligner, Napoléon III démontre les limites de sa propre diplomatie. L'empereur des Français a négocié sans discrétion suffisante, sous-estimant la capacité de Bismarck à instrumentaliser l'affaire. Pris au piège entre ses ambitions de compensation territoriale et le risque d'une guerre pour laquelle la France n'est pas préparée, Napoléon III doit accepter un compromis humiliant. L'empereur manque de la vision stratégique et de la patience qui caractérise son adversaire prussien. Là où Bismarck construit méthodiquement l'unité allemande sous l'hégémonie prussienne, Napoléon III réagit de manière opportuniste, sans plan cohérent à long terme. Guillaume III des Pays-Bas se retrouve au centre de cette tempête diplomatique. Initialement favorable à la vente du Luxembourg à la France pour des raisons financières, il doit cependant faire face aux pressions prussiennes et à l'opposition de son propre Parlement. Le roi des Pays-Bas finit par renoncer à la transaction, démontrant l'influence croissante de la Prusse sur les affaires européennes. Les autres puissances, notamment l'Angleterre et l'Autriche, s'inquiètent du risque de guerre et s'engagent dans des efforts de médiation pour éviter un conflit ouvert. Les négociations se déroulent dans un climat tendu, où chaque partie cherche à préserver ses intérêts sans provoquer une rupture totale de l'équilibre européen. La conférence de Londres, réunie en mai 1867, rassemble les principales puissances afin de trouver une issue pacifique. Après d'intenses discussions, un compromis est trouvé. Le Luxembourg restera sous la souveraineté dynastique des Pays-Bas, mais la forteresse sera démantelée et la garnison prussienne retirée. Le traité de Londres proclame la neutralité permanente du Grand-Duché de Luxembourg. La signature du traité de Londres le 11 mai 1867, comme vous vous en doutez, marque la résolution officielle de la crise, mais n'arrange pas les affaires entre la France et la Prusse. Le Luxembourg obtient sa reconnaissance et sa neutralité, ce qui lui confère une sécurité relative face aux ambitions des grandes puissances. Mais tout le monde n'est pas content. La France, bien que déçue, c'est ce que je viens de dire, de ne pas avoir acquis ce territoire évite une confrontation directe avec la Prusse. Alors peut-être que certains diront que si la France était en guerre contre la Prusse maintenant, avant l'unité allemande, cela serait passé autrement que la guerre de 1870. Eh ben on le saura jamais. Celle-ci, de son côté, on parle de la Prusse bien sûr, accepte le démantèlement de la forteresse, mais conserve quand même son influence sur le duché par le biais des solidarités germaniques. Les réactions des puissances sont mitigées. L'Angleterre se félicite du maintien de la paix, tandis que l'Autriche regrette la consolidation du pouvoir prussien. Le Luxembourg, désormais neutre, devient un symbole de la capacité des États européens à résoudre leurs différends par voie diplomatique. L'impact de la crise luxembourgeoise dépasse largement les frontières du Grand-Duché. La neutralité luxembourgeoise garantie par les puissances constitue un précédent dans le droit international et influence la gestion des conflits ultérieurs. Sur le plan franco-prussien,
La crise accentue la rivalité entre les deux États. La France, frustrée, accumule ressentiment et inquiétude, ce qui contribue à la montée des tensions menant à la guerre de 1870. La Prusse, renforcée par sa capacité à imposer ses vues sans recourir à la guerre, poursuit son projet d'unification allemande, culminant avec la proclamation de l'Empire allemand en 1871. Au niveau européen, la crise luxembourgeoise illustre la fragilité des équilibres et la nécessité d'une diplomatie multilatérale. Elle montre que la préservation de la paix passe par la reconnaissance des intérêts divergents et la capacité à négocier des compromis. L'héritage de cette crise se manifeste dans la structuration des relations internationales, la valorisation de la neutralité, la prise en compte des aspirations nationales. Enfin, le Luxembourg, longtemps objet de convoitise, parvient à préserver son identité, s'inscrire durablement dans l'histoire européenne comme un État neutre et autonome. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 10 janvier 1867, Tokugawa Ieyasu devient shogun du Japon. Son règne prend fin en 1868. Le 3 février, toujours au Japon, c'est la cérémonie d'accession au trône du jeune empereur Meiji, âgé de 15 ans. Le 5 février au Mexique, l'armée française de Bazaine évacue Mexico. L'expédition du Mexique se termine de façon pitoyable. Les troupes françaises sont expulsées sous la pression des États-Unis, qui viennent finir sa guerre de sécession, et l'empereur Maximilien de Habsbourg est exécuté en juin. Le 8 juin, à Budapest, c'est le couronnement de François-Joseph de Habsbourg et d'Élisabeth comme roi et reine de Hongrie. Le 3 novembre 1867, c'est la bataille de Montana. Les troupes françaises débarquées à Civitavecchia dispersent les chemises rouges de Giuseppe Garibaldi. Comme on l'a vu, la crise du Luxembourg en 1867 apparaît comme un tournant dans les relations européennes du 19e siècle. Elle met en évidence les enjeux liés à la souveraineté, à la neutralité et à l'équilibre des puissances, tout en révélant la complexité des interactions diplomatiques entre les différents pays. L'analyse de ces conséquences nous montre que le Luxembourg, bien que petit par sa taille, a joué un rôle énorme et déterminant dans la configuration géopolitique de l'Europe. Son héritage se retrouve dans les principes de neutralité, la gestion des crises et la construction de l'ordre international. Pour les étudiants universitaires, pour les passionnés d'histoire comme vous, l'étude de cet épisode nous permet de mieux comprendre les dynamiques historiques qui ont façonné l'Europe moderne et d'interroger la place des petits États dans les systèmes des grandes puissances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.